habituellement, je ne sors pas de chez moi, je reste tout seul dans mon appartement, donc prendre la parole en public aujourd'hui, ça va être très compliqué, je suis très stressé. Mais je vais essayer de me raccrocher à ce que je sais faire de mieux, c'est parler avec mon cœur. J'ai présenté, j'ai fait beaucoup de slides, j'ai fait beaucoup de choses sur mes slides, mais ce que je vais dire, ça ne va pas forcément être en accord avec ma slide, parce que je vais y aller au feeling. Alors, le sujet que j'ai envie d'amener, moi, c'est autistes et non-autistes. Comment on fait pour vivre dans le même monde, sachant qu'on n'a pas les mêmes codes? On pourrait aussi parler des personnes atteintes de trisomie 21, parce qu'à un moment donné, eux aussi, dans leur système de pensée, il y a quelque chose qui est différent, et il faudrait aussi les intégrer dans ce modèle social ou dans ce monde social pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Alors, moi, j'entends beaucoup parler d'inclusion. J'ai bénéficié d'un programme d'inclusion qui, pour moi, a été un vrai massacre. Mais alors, ce que je vais faire aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'empowerment, qui pourrait être une suite à l'inclusion. Mais avant de parler d'empowerment, je voudrais répondre à cette question, c'est est-ce que la légitimité à décider, elle dépend de la posture sociale qu'on a? Ou dit en d'autres mots, est-ce qu'il faut être un politique ou un bac+8 pour être capable de répondre, de comprendre et de résoudre un problème de façon efficace? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, j'ai qu'un baccalauréat et aujourd'hui, je suis cadre dans une grande entreprise. Et donc, ça m'interpelle. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que je travaille aussi pour des centres de formation où je suis habilité à valider les compétences des candidats alors que je n'ai qu'un baccalauréat. Donc, ce que je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe en haut de l'échelle sociale, donc là où il y a des gens très intelligents, des politiciens, ou même dans les grandes entreprises, où moi-même je suis cadre. Et ce que je me suis aperçu, c'est que plus on monte en haut d'une échelle sociale, et plus face à un sujet, il y a une articulation qui est complexe, parce que personne n'est d'accord avec personne. Il n'y a qu'à regarder la politique. La gauche n'est pas d'accord avec la droite n'est pas d'accord avec la gauche, et puis le centre, ils sont d'accord avec personne. Toujours est-il, ce dont on est sûr, c'est que les politiciens, ils sont dans un même bateau, ils veulent faire avancer la France, mais ils ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux. Alors moi, je trouve que ces gens-là, ce ne sont pas des flèches. Et pour répondre à ma question, j'ai trouvé cette phrase-là, qui dit « Le plus important n'est pas l'arrivée, mais le voyage ». Et cette phrase, je trouve qu'elle est puissante, parce qu'elle veut dire que tout au long de notre vie, tout au long de votre vie, si vous vous donnez les moyens d'acquérir de la connaissance, vous allez avoir toute la légitimité de débattre sur un sujet et puis de résoudre un problème. Parce que c'est la connaissance qui permet de régler un problème. De même que, alors là on ne le voit pas trop, mais ici j'ai représenté un bonhomme avec une chaîne, et puis ici il y a une espèce de gros boulet où j'ai fait apparaître ce que j'appelle des peurs, qu'elles soient rationnelles, irrationnelles, conscientes ou inconscientes. Parce que nous, les personnes autistes, on a des peurs. Il y en a qui n'en ont pas. Moi, pour ma part, j'ai très peur. Là, actuellement, j'ai très peur. J'essaie de lutter contre cette peur. Mais ce que je veux dire, c'est que la connaissance, comme par exemple la connaissance de mon texte ici, me permet à peu près de lutter contre le stress que j'ai. Donc la connaissance, elle va vous permettre de briser ce maillon qui vous lie avec ces peurs. Alors, je vous ai donné un petit exemple de peur. Donc là, pardonnez-moi, la slide n'apparaît pas correctement. Donc je vais prendre une peur qui est par exemple peur de se tromper. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir peur de se tromper. Mais j'ai réfléchi à cette peur-là et je me dis, est-ce que cette peur, elle est légitime? Est-ce que tout au long de notre vie, on doit stresser à chaque fois qu'on va prendre une décision? Eh bien moi, je me dis, finalement, peut-être la question qu'il faudrait se poser avant de prendre une décision, c'est de se dire, si je me trompe, est-ce que ça va atteindre l'intégrité de quelqu'un? Ou si la conséquence de ma décision, est-ce que ça va me faire perdre 100 000 euros, 200 000 euros? Si c'est non, c'est là où il faut lâcher prise. C'est là où il faut se dire, la décision que je vais prendre ne va quasiment rien impacter, donc du coup, madame la peur, et puis monsieur stress, dégagez, je n'ai pas besoin de vous. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça, donc pas la peine de se rajouter encore du stress. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les personnes qui sont comme moi, qui stressent pour tout et rien, des fois, il faut arriver à lâcher prise, à se dire, madame stress, monsieur peur, au revoir.
Alors pour ma part, j'ai quand même lâché prise il y a très très longtemps en arrière. J'étais soit en burn-out ou soit au bord du burn-out. Et je me suis quasiment dit ces mots, mot pour mot. J'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre de subir. Je veux être courageux et je veux montrer au monde entier qui je suis. Et je me souviens qu'à cette époque, je me répétais sans cesse tant pis si je tombe, fort est celui qui abat, plus fort est celui qui se relève. Et ce dicton, je me le suis répété plusieurs fois, mais il ne s'est rien passé. Et puis il y a eu un jour, je ne sais pas, il y a eu un déclic comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai réellement compris qu'est-ce que ça voulait dire, plus fort est celui qui se relève. Et je pense que pour moi, c'est à ce moment-là où j'ai ouvert les yeux sur mon voyage à moi, par le prisme de l'autisme, parce que je suis autiste et je suis très fier de l'être. Et si je regarde mon voyage professionnel, je suis passé d'agent d'entretien en début de carrière à cadre aujourd'hui dans une grande entreprise. Et tout ça qu'avec un baccalauréat. Ce que je veux dire par là, c'est que si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Alors ça ne s'est pas fait comme ça par magie, je ne suis pas devenu cadre du jour au lendemain, il a fallu que j'apprenne, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur des forums, j'ai tout appris par moi-même parce que je n'ai pas eu le droit, j'ai pas eu accès à l'université, mais quelque part tant mieux, parce que dans mon entreprise, je vois des jeunes qui sortent des grandes universités, ils ont un grand savoir, ils ont des grands bagages mathématiques, mais ils n'ont aucune logique. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui m'a permis de passer en bas de l'échelle à haut de l'échelle, c'est toute la connaissance que je suis allé chercher. À un moment donné, j'ai lu Richard Feynman, qui est un grand physicien vulgarisateur. Si vous ne le connaissez pas, ou si vous ne connaissez pas comment la réfraction ça marche, je vous invite à lire Richard Feynman, il va vous expliquer ça de façon très simple. Donc moi, c'est la connaissance qui m'a beaucoup accompagné. Et dernièrement, pour vous dire jusqu'où je vais dans la recherche de connaissances, je suis allé étudier le comportement des bancs de sardines. Alors les bancs de sardines, tout le monde s'en fout, on est d'accord. Hein. À part 2 ou 3 personnes dans le monde, tout le monde s'en fout. Mais moi, en lisant des articles sur les bancs de sardines, ce que j'ai compris, c'est que la taille d'un cerveau d'une sardine, c'est comme ça. Vous voyez, c'est très petit. Mais les sardines, avec un cerveau comme ça, elles ont assez de matière grise dedans pour mettre en place une stratégie collective pour échapper à un grand requin blanc. Alors là, le grand requin blanc, vous ne le voyez pas parce qu'il est en fond et on ne voit pas beaucoup. Mais sur la slide derrière, j'ai mis un grand requin blanc. Et donc les sardines, quand le requin arrive, les sardines, elles se regroupent. Elles ne partent pas en courant comme ça dans tous les sens, non. Elles se regroupent. Et au dernier moment, quand le requin arrive, voilà, et elles se dispersent en faisant des formes quasiment parfaites. Et elles ont un cerveau comme ça. Moi, quand je vois aujourd'hui qu'il y a des personnes autistes qui sont encore exclues et que je vois que le cerveau de l'être humain, il est comme ça, je me pose une question. Alors, je ne généralise pas. Tous les humains ne sont pas mauvais. Mais finalement, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas la taille du cerveau qui compte, mais c'est ce qu'il y a dedans et ce qu'on en fait. Alors, il y a quelque chose d'autre qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'a permis de grandir, c'est la résilience. La résilience, on connaît ou on ne connaît pas. J'ai trouvé une belle définition qui est la capacité à surmonter les épreuves de la vie. Je vais prendre un exemple qui va être très parlant. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Croison, que je salue au passage, c'est un homme qui, jusqu'à son accident, était un homme entier. Une fois qu'il a eu son accident, il lui restait plus que des demi-bras et des demi-jambes. C'est-à-dire qu'il a été coupé là et coupé là. Et aujourd'hui, Philippe Croison, il fait des conférences, il sourit, il joue dans des séries et il a un kiff, c'est qu'il va patauger dans des grandes flaques d'eau pour aller relier les pays entre eux. On est quand même pleinement dans la résilience. La résilience, quand vous allez dans les grandes écoles, on ne vous apprend pas ce que c'est. La résilience, on apprend ce que c'est quand on fait l'école de la vie, c'est-à-dire l'école de tous les jours. Et moi, aujourd'hui, j'aurais envie de dire aux autistes, à tous les autistes du monde entier, ne vous sous-estimez jamais. Parce que des gens intelligents, il y en a beaucoup. On en voit partout. Mais des gens extraordinaires, on n'en voit pas beaucoup. Et qui sont ces gens extraordinaires? Ce sont vous, les autistes. C'est nous, les autistes. Pourquoi? Parce que tous les jours, on doit s'adapter. Tous les jours, on doit s'adapter à un monde qui n'est pas fait pour nous. Et quelles sont les capacités? Qu'est-ce qu'il faut pour s'adapter?
Il faut de la volonté, de la détermination, de l'ambition et du courage. Donc moi, je vous invite vraiment tous, ici, aujourd'hui, autistes et non-autistes, tous ceux qui ont de la résilience en eux, de vraiment vous considérer comme des personnes extraordinaires. Alors, je referme ce petit volet un peu sur nous, les autistes, et je voudrais parler de l'empowerment. Alors là, les images, elles ne sont pas vraiment... c'était pas mon plan d'origine, mais l'empowerment, je vais dire, c'est une suite à l'inclusion. L'inclusion, c'est on prend une personne autiste, et puis on la met au milieu d'un groupe non autiste, et puis advienne que pourra. L'empowerment, finalement, c'est un espèce de mot américain qui dit qu'il faut habituer des groupes sociaux à réagir à de nouvelles conditions sociales, etc. etc. Moi, tout à l'heure, en réfléchissant, je me suis dit, finalement, l'empowerment, c'est pas américain, c'est pas tout ça. L'empowerment, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on fait avec amour et passion. Parce que finalement, l'empowerment, c'est simplement dire, quand j'ai une personne différente, je vais l'écouter et je vais porter sa voix. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans mon entreprise. J'ai un manager qui m'écoute. Des fois, il y a des loupés, des fois, on ne se comprend pas, mais il m'écoute. Et quand j'ai une idée, il la porte et il fait en sorte qu'au sein de mon équipe, l'idée se propage. Et donc, finalement, c'est ça, je vous dis tout à l'heure, j'ai pensé à ça, je disais, finalement, l'empowerment, ce n'est pas un truc américain, ce n'est pas un truc de ça, c'est simplement avoir de l'amour en soi pour son prochain. Et donc, avoir de l'amour en soi pour son prochain dans le monde du travail, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire exister les personnes différentes, parce que là, on est bien, on est tous entre autistes, ok, mais quand on est dans le monde du travail, on n'est pas entouré d'autistes, sauf quand on travaille dans des entreprises spécialisées. Mais moi, dans mon entreprise, des autistes, il n'y en a pas beaucoup, je suis tout seul. Et donc, ce que fait mon manager, ou du moins ce qu'on commence à faire avec mon manager, c'est me faire exister moi, comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. Mais surtout, ce partenariat qu'on est en train de faire avec mon manager, c'est que ça va redonner du sens au management. Parce que des managers, j'en ai eu beaucoup, des managers qui font de l'humain, j'en ai pas eu beaucoup. Les 2 derniers managers que je me rappelle qui ont fait de l'humain, c'était quand j'étais à l'armée et c'était mes chefs. Parce que mes chefs, quand ils me demandaient de faire 20 pompes, ils les faisaient avec moi. Donc, essayez de vous rappeler de ça. Si un jour vous entendez parler d'empowerment, en fait, l'empowerment, c'est ni plus ni moins que de l'amour. L'amour ou de la fraternité, je ne sais pas comment on peut dire. Alors, vous allez me dire, ok, mais qui fait quoi? C'est bien beau de dire, ouais, l'empowerment. Comme je vous le dis, en fait, ça doit être un travail entre des autistes et des managers pour challenger les groupes sociaux, principalement des groupes sociaux neurotypiques, pas les challenger pour leur dire qu'il faut qu'ils oublient la normalité. La normalité, nous, on sait ce que c'est. Mais là, l'idée, ce n'est pas de se battre contre. La normalité, c'est le point de repère des neurotypiques. Moi, je n'aimerais pas qu'on m'enlève mes points de repère. Donc, du coup, là, l'idée derrière l'empowerment, c'est de dire, on sait que les neurotypiques, ils vont se situer sur le spectre, ils vont se situer ici. Nous, allons chercher les neurotypiques et amenons-les avec nous un cran au-dessus. Mais ce n'est pas un cran au-dessus hiérarchique. C'est juste dire, on va les amener vivre une autre façon de faire. Et pourquoi je pense que cette façon-là, il faut la faire? Ça fait plus de 30 ans que je travaille avec des neurotypiques, et je sais que leur façon de faire, de tirer tout le temps la couverture à eux, ça ne marche pas, ce n'est pas une solution. Et ce que je sais, c'est que nous, autistes, grâce à ce que l'on a de meilleur en nous, notre empathie, je pense qu'on a tous beaucoup d'empathie, on a de la connaissance, on a une intelligence aussi, et on a de la résilience. Grâce à tout ça, moi, aujourd'hui, je suis convaincu que nous, autistes, on peut changer le monde.